À l'hôpital, il faut toutes les stratégies pour tenir en survie. Autrement, on ne pourrait pas. Ce sont vos mots, Lise Marzouk, et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous, Jeanne. Je vous avais interviewé en 2018 au Festival Quartier du Livre à la mairie du 5e. Votre fils Solal était malade et vous étiez à Curie, je crois que vous venez de sortir de Curie, vous aviez écrit Si aux éditions Gallimard. Si qui a d'ailleurs reçu plusieurs prix. Oui, le prix Michel Dard, le prix Ulysse, le prix La Lanterne des lecteurs de Rambouillet qui a été en sélection au Goncourt du premier roman. Voilà. Effectivement. Donc aujourd'hui, on va parler d'un autre livre qui est La Dernière Porte aux éditions Héloïse d'Ormesson. On verra bien sûr à l'écran. Alors, j'ai l'impression que l'hôpital ne vous quitte plus. Alors, pour plusieurs raisons, en fait. D'abord, l'hôpital, du point de vue d'un écrivain, c'est un lieu très intéressant pour observer ce qui se passe au cœur des êtres et dans leurs relations. C'est une forme d'espace-temps clos, avec des gens qui se croisent, qui ne se seraient pas forcément croisés dans la vie, avec des origines différentes, des classes sociales différentes. Donc c'est un lieu très, très parlant pour ça. Oui. Évidemment, vous avez fait référence aussi à la thématique de mon premier roman qui portait sur le cancer dont a été atteint mon fils et sur ces mois qu'on a passés à l'Institut Curie. Dans ce roman, je dirais l'hôpital, oui, c'est la maternité. La maternité. Mais l'hôpital est un lieu de vie et de mort. Oui. C'est un précipité d'humanité, en fait. C'est un lieu où on observe à la loupe ce qui se passe dans la société, mais de manière condensée, oui, d'une certaine manière. Donc c'est très intéressant pour aller en profondeur dans les relations humaines et dans ce qui se passe dans l'âme des gens. Dans ce dernier livre, vous dites ce livre est une écoute de chaque vie, une écoute du tremblement. Parce qu'en réalité, ce sont 10 portraits. Alors racontez-nous un peu ce livre. Alors ce livre, ce sont 10 histoires de femmes que l'on découvre lors d'une de leurs visites dans une maternité. Alors elles sont toutes différentes. Certaines sont là, différentes d'abord par leurs origines, par leurs origines sociales également, par leur rapport à la maternité. Certaines sont là pour accoucher, d'autres sont là parce qu'elles ne veulent pas d'enfants, d'autres parce qu'elles ne peuvent pas, d'autres dans le refus, le déni, la perte, le deuil, un certain nombre de configurations. Mais elles ont tout un point commun, c'est qu'elles vont croiser la même infirmière, Clémence, qui de porte en porte, de chapitre en chapitre, chaque chapitre s'ouvre comme une porte sur une de ses nouvelles vies, va rentrer au cœur vibrant, vous avez parlé de tremblement, au cœur vibrant de ses vies, à un moment d'exceptionnelle intensité, et va d'un mot, d'un geste, modifier parfois en profondeur le cours des choses. Et donc ce personnage central de Clémence, que l'on retrouve dans chaque histoire, est à la fois centrale, comme je viens de le dire, mais aussi un peu périphérique. Parfois, elle arrive qu'à la fin de l'histoire, mais toujours on la retrouve, en effet. J'ai beaucoup aimé ce système de portes, parce qu'en réalité, les portes sont, derrière chaque porte, il y a une vie, et en même temps, il y a des vies. Il y a un cœur qui palpite. Et en même temps, Clémence est quelqu'un qui est l'ancrage du livre, et c'est une figure qui se démultiplie. Alors Clémence, est-ce un peu Lise Marzouk ? On est dans tous ces personnages, c'est comme dans un rêve d'une certaine manière, on est un peu tous les personnages du rêve, dit-on. On est un peu dans chacun de ces personnages. Je pense qu'un écrivain met beaucoup de ce qu'il a croisé, de ce qu'il a ressenti dans chacun des personnages. Mais ce qui est vrai de Clémence, c'est que c'est un être, dont je dis que c'est un être d'un tissé et de coton qui disparaît. Le début dit, elle est petite Clémence, c'est un petit bout de femme qui disparaît sous son costume médical. Mais cet être d'un tissé est celle qui tisse le roman. Donc c'est celle qui fait de ces différentes histoires qui, encore une fois, vont plonger, comme vous l'avez dit, dans des vies et vont plonger dans le passé, dans ce qui a amené ces femmes à cet endroit-là. C'est elle qui va tisser ces différentes histoires. C'est celle qui aide à tisser les premiers liens entre les mères et les enfants. C'est celle qui aide à tisser les liens entre ces mères et elles-mêmes, entre ces femmes et elles-mêmes.
Et c'est celle qui tisse aussi ces histoires entre elles. Donc elle est à la fois la tisseuse des liens sociaux, des premiers liens humains, et aussi la tisseuse du roman, du texte, enfin le textum, étymologiquement, c'est un tissage. Et donc elle est aussi, d'une certaine manière, une figure de romancière, pour répondre à votre question. Et elle a le geste sûr. Parce que vous avez cette écriture, à chaque fois dans l'hôpital, de geste, de la gestuelle, vraiment très, très, je dirais, cadencée. Oui, c'est très important la gestuelle dans mon écriture, en règle générale, je crois. J'aime beaucoup m'attacher à la précision des gestes. Les gestes sont très importants pour ce qu'ils disent d'une personne. Dans les ateliers d'écriture que j'enseigne, je fais souvent travailler les étudiants sur un geste, construire un personnage à partir d'un geste. Et c'est particulièrement important aussi dans ce livre-là, parce que Clémence est justement un être d'un tissé. C'est pas un personnage de Bildungsroman. Vous n'allez pas apprendre beaucoup de choses sur Clémence, autres que celles que vous verrez dans l'exercice de son métier. Donc on la découvre par ses mots, mais on la découvre aussi beaucoup par ses gestes. Et enfin, elle est l'incarnation, c'est une infirmière, mais elle est l'incarnation de tous ces êtres qu'on peut croiser dans une vie, qui d'un mot, d'un geste, peuvent transformer le cours de votre vie, d'un regard même parfois, on en a tous connu. Et donc l'importance du geste est fondamentale ici, et aussi parce qu'il y a une précision. Vous avez raison, et que la précision est quelque chose qui me tient à cœur. Et il y a une précision dans le geste comme il y a une précision dans le mot. Et il y a une particularité, c'est chez chacun, c'est comme le style. Le style est à chacun, dit Ponge, son plus particulier. C'est le plus particulier de Clémence, comme de chacun d'entre nous. Donc très important les gestes. Cette fois-ci, comme vous l'avez dit, nous sommes dans une maternité. J'ai l'impression que depuis votre... je dirais c'est quelque chose qui a un avant et un après, je pense, le cancer de votre fils, qui heureusement encore une fois va bien. J'ai l'impression que votre maternité a vacillé quelque part. Quand je dis vaciller, ça veut dire que vous avez peur dorénavant. Peut-être avez-vous toujours eu peur, je ne sais pas. Je disais dans Si, oui, tout à fait. Quand je raconte l'annonce de cette terrible effraction, c'est une effraction du réel dans une vie qu'elle annonce de la maladie très grave et la potentielle mort de son enfant. Je disais que j'étais une athlète surentraînée à l'imminence de la catastrophe. Donc je pense que pour des raisons qui sont plus ou moins abordées dans Si, mais qui traversent l'ensemble de ce que j'ai écrit, et je parle aussi des essais, je pense que quelque part, en effet, il y a une préparation à ce tremblement, à ce vacillement, et une sensibilité au vacillement d'autrui. Pour ce qui est de la question de la maternité à proprement parler, et c'est une des raisons pour lesquelles je me suis battue pour écrire ce livre, et où chacune de ces femmes m'importe terriblement, je pense que la question de la maternité nous travaille, qu'on en veuille ou pas. Toute femme, à un moment dans sa vie, est traversée de cette possibilité biologique aussi, qui a une importance. Et ce livre, il est situé quand même au cœur des femmes, au cœur et au corps des femmes, et de l'âme des femmes, et des questionnements qu'elles peuvent avoir par rapport à cela, encore une fois, en termes de possibilités, d'impossibilités, de capacités, d'incapacités. Mais ça fait partie de la charge en plus du féminin. On est confronté à cela, qu'on le veuille ou non, socialement, humainement, ontologiquement, anthropologiquement. J'ai été frappée dans ce livre par les différents portraits de ces femmes qui sont des vies, pas des portraits seulement, des histoires, des destins. Il y a cette jeune fille ses parents ne doivent pas savoir qu'elle est enceinte et qui n'a qu'une hâte, c'est qu'il faut rentrer à la maison à temps. Le drame derrière cette porte. Yasmine a 16 ans. Yasmine a dissimulé sa grossesse. Et cela commence au moment où elle prétend partir au lycée comme tous les jours. Donc elle est dans une forme de mensonge, mais ça fait 9 mois qu'elle dissimule sa grossesse. Et elle part, non pas au lycée, mais elle part pour laisser l'enfant. Elle part pour accoucher et abandonner cet enfant.
Je vous lis ce petit passage sur Yasmine. Je tiens aussi. Elle est donc en train de se rendre à cet hôpital. Et tout le début du chapitre est un courant de conscience, en fait, où elle se remémore comment elle en est arrivée à ce trajet. Donc c'est un trajet physique et un trajet mental qui l'amène à cet accouchement. Mentir, c'est pourtant ce qu'elle fait, jour après jour, depuis des mois. Et pas seulement à Naïma, à tout le monde. Au début, cela ne paraissait pas si difficile. Il n'y avait que l'angoisse à dissimuler, et celle-ci avait le mérite d'être invisible, naturellement enfouie au-dedans. Elle la portait néanmoins, cette angoisse, dès les premiers jours, comme une chose vivante, palpable et indomptée, qui ne cessait de s'amplifier, se nourrissant du moindre doute, s'engraissant de la honte, prospérant sur la culpabilité. Elle peut en identifier chaque étape de la croissance, des premières crispations de l'inquiétude aux spasmes de l'obsession. La suspicion d'abord après 15 semaines sans règles, 15 semaines de déni comme au sortir d'un long aveuglement. Le test positif ensuite et la découverte concomitante qu'il était trop tard, que son aveuglement précisément interdirait tout effacement de la faute, qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible, pas de réparation. La conscience enfin des conséquences pour elle, pour ses études, pour sa vie entière et plus encore, avait-elle pensé dans la question de sa détresse pour Naïma, pour sa mère, pour sa famille, pour sa communauté. La chose s'était ainsi développée progressivement, envahissant Yasmine au point d'empêcher son sommeil, de gêner sa respiration, de lui serrer la gorge, de lui donner mal au cœur. Il avait bien fallu feindre alors, camouflé de sourires masqués d'habitude, le monstre de tourment qui logeait en son sein. Yasmine avait tenu bon, elle avait fait face et elle l'avait momentanément emporté. Le temps passant, l'angoisse s'était dissoute dans la permanence du quotidien. C'est que rien n'avait changé en apparence. Le lycée, les profs, les copines, les vacances, les week-ends, tout était à sa place. Cela avait duré 3 bons mois, 3 mois de répit, 3 mois d'impunité, 3 mois d'oubli, presque. Même le corps de Yasmine semblait frappé d'amnésie. Rien, ni nausée, ni vomissement, ni fatigue, ne venait trahir l'inacceptable vérité. Le secret s'était forgé ses complices, jusqu'au ventre de Yasmine qui restait résolument plat. Tout s'accomplissait dans l'ombre, comme si l'être en devenir, conscient de son illégitimité, participait à son propre enfouissement. N'était-il pas envisageable, finalement, que tout cela n'eût été qu'un mauvais rêve? C'est un très beau passage et j'aime beaucoup, on n'a pas le temps de le lire en entier, mais nos lecteurs le liront, quand Clémence dit que la vie, le terrible de Yasmine, le terrible de la charge psychologique, c'est quand elle va partir. Parce que comment elle va porter la charge de cet accouchement qui n'est pas seulement sous X, qui est sous déni total. Oui, qui est sous refus en tout cas. Oui. Sous refus. Oui, et elle questionne la charge, elle questionne nos gestes physiques qu'ils sont en train de faire à ce corps si jeune, hein, Yasmine a 16 ans, oui. Et la charge qui va avec, la charge de ce mensonge, la charge de cet abandon. C'est aussi celle de la solitude dans laquelle on est, comme dans la maladie, oui. Mais aussi dans lequel on est dans son corps, face à l'immense charge que peut reposer, l'immense charge, l'immense responsabilité que peut constituer la maternité, et encore une fois dans sa représentation, dans la représentation mentale qu'on s'en fait, et pas seulement physiologiquement. Et encore une fois, qu'on le veuille ou non, que ce soit possible ou impossible, qu'on ait à trancher dans sa vie à un moment, oui, sur ces questions, est une immense responsabilité. Il s'agit après tout de mettre un nouvel être humain sur Terre. Bien sûr. Et beaucoup de jeunes filles actuellement décident qu'elles n'ont pas envie de cela. Avec ce poids de cette responsabilité que ça constitue dans notre monde, de mettre au monde un nouvel être humain. Vos titres sont toujours en suspens. Si, qui peut être une note de musique, qui peut être une question. La dernière porte, c'est mystérieux. C'est vous qui choisissez vos titres? Oui. Oui, vraiment. Vraiment, si c'était, bon, c'est lié, c'est raconté dans le roman, je laisse les lecteurs le découvrir, mais en effet, on entend la note de musique, la possibilité, le « et si », on ne guérissait pas, hein, l'hypothèse, et le « si » de l'affirmation très forte de l'adverbe face à la négation énorme qu'est la maladie. La dernière porte, oui, c'est moi qui l'ai choisie aussi, bien sûr, avec différentes idées en tête.
C'est-à-dire que la dernière porte, c'est d'abord celle qu'il va falloir franchir à l'enfant pour rentrer dans notre monde. Je disais mettre un humain au monde. On passe d'un monde à un autre, un monde de l'avant, dont on ne sait finalement pas grand-chose. Je crois beaucoup qu'on écrit avec son corps. On peut avoir fait des grandes études de lettres, avoir étudié la littérature, etc. Il n'en reste pas moins que ça se passe effectivement dans quelque chose de viscéral, dans quelque chose de sensitif, de l'ordre de ce qui a interagi en nous, entre le textum charnel, le tissage, puisque je parlais d'un tissé et de tissage, entre le tissage de notre corps et le tissage des mots, et que nous sommes faits de mots aussi, mais au sens presque physiologique, nous sommes tissés par les mots qui nous ont traversés, qui nous ont frappés, qui nous ont ancrés à certains endroits aussi, et dont on se déchire parfois. Ce sont des voiles qui se déchirent, mais on cherche à se réancrer dans des mots à d'autres endroits. Donc je crois beaucoup qu'il faut laisser s'exprimer ces choses-là et les rythmes des choses. Ce livre est très cinématographique. On a l'impression de plan. Est-ce qu'il pourrait un jour devenir... Alors je suis en train de travailler actuellement avec une merveilleuse réalisatrice à l'écriture de... Je ne peux pas en dire beaucoup actuellement, mais de quelque chose qui épousera en tout cas, donc ce sera au cinéma ou à la télévision, mais qui épousera la structure de cette Clémence qui passe de porte en porte. Et donc on est en train de travailler à ce projet et voilà, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre aussi pour moi. C'est une aventure absolument formidable parce que c'est une aventure créative. Et c'est vrai que la réalisatrice m'a contactée en raison elle a beaucoup aimé le livre et elle a beaucoup aimé ce qu'il pouvait y avoir de cinématographique, d'essentiellement rythmé et cinématographique ou théâtral, on m'a dit les deux, dans le livre. Un enfant ne se conçoit pas uniquement au moment de la conception ou pendant les 9 mois qui suivent. Il existe bien avant la conception. Dans un des portraits, c'est l'histoire de Lucille et de Maxime. L'enfant ne pourra pas vivre. La grossesse doit être arrêtée. Sauf que Lucille s'est baladée avec un enfant vivant dans le ventre. Et elle savait qu'il fallait arrêter la grossesse. Vous écrivez, ils sont venus trancher leur vie, instituant un avant et un après. C'est un chapitre très fort, dont on me parle beaucoup parce qu'il se termine sur quelque chose de très beau. Je ne veux pas tout dévoiler, mais en même temps il est absolument essentiel parce qu'il nous ramène à quelque chose qui est de l'ordre à la fois de la mort et qui est la réalité de la vie et qui est une des raisons pour lesquelles on écrit. Si vous regardez, on est tous en train de se battre contre le temps d'une manière ou d'une autre et contre cette condition. Et en même temps, il dit quelque chose du cycle de la vie qui est très beau, et il dit quelque chose des mots que l'on dit. Vous venez de citer ces mots qui instituent un avant et un après. C'est d'ailleurs à l'intérieur de la dernière porte une forme de citation de si, parce qu'il y a eu aussi dans si des mots qui instituent un avant et un après. Mais je parle aussi dans ce livre à certains endroits de ce qu'on appelle à tort des fausses couches, car ces couches, comme je le dis, ne sont pas ni vraies, plus fausses qu'une autre. Bien sûr. Sans être aussi tardives, sans être des interruptions médicales. Le mot est cruel. Des interruptions involontaires de grossesse, des interruptions involontaires. Mais l'enfant, encore une fois, existe déjà. Qu'on appelle embryon, fœtus ou bébé. C'est un bébé à venir. C'est une personne en devenir. Dans des grandes villes, on est parfois obligé de l'avoir déjà inscrit à la crèche. On s'est déjà projeté dans un... Donc ça aussi, l'interruption involontaire de grossesse, même non tardive, même à 1 mois, à 2 mois, pour certaines femmes, constitue un tel drame dans ce qu'il réveille de tissus, parce qu'on sait bien aussi que les traumatismes en réveillent d'autres. Donc ce qui peut réveiller d'autres traumatismes sont tellement forts. Et ça s'est passé à l'intérieur de nous, de nos corps. Avoir porté quelque chose qui est mort à un moment, quand bien même on nous racontera, oui, c'est très banal, voilà, ça arrive à une femme sur 6, une femme sur 10, etc. Mais c'est inaudible. Cette chose-là est inaudible parce qu'à l'intérieur du corps,
Il s'est passé quelque chose Oui. du corps vivant, il Bien s'est passé sûr. quelque chose qui relève pour nous de la mort. Il faut quand même essayer de se représenter ce que cela veut dire psychiquement. Et on va dire, ah, c'est ça, on en fait un drame. Etc. Il ne s'agit pas d'en faire un drame, il s'agit juste de se représenter ce que ça signifie et d'oser regarder la vie, oser regarder la Bien mort, sûr. c'est oser regarder la vie Bien sûr. et ce qu'elle a de magnifique. Donc je ne crois pas du tout que d'évoquer des drames, des traumatismes, des tragédies possibles, soit nier la vie. Je crois au contraire que c'est la meilleure Bien manière de la célébrer. Et puis peut-être parler de ce corps de femme qui devient le cercueil de cet enfant, même s'il a à peine Et quelques ce jours. cas-là est le cas extrême. Voilà, exactement. Ce cas-là est le cas extrême. Mais de toute manière, on sait très bien, porter la vie inclut cela. Et la littérature est aussi là pour nous entraîner, nous emmener dans ces recoins qu'on essaye de laisser derrière la porte, ces espaces sombres, ces alcôves secrètes où on ne veut pas aller et où pourtant quand on ose aller un petit peu, on ressort beaucoup plus lumineux, beaucoup plus fort finalement pour affronter ce qu'on appelle la vie réelle. Qu'est-ce que la vie réelle? Mais en tout cas pour affronter le monde au quotidien. Parce qu'on est allé voir, et on est allé voir que finalement c'est tragique, mais rien n'est, tout est tragédie et rien n'est tragédie. En même temps, c'est la beauté, c'est la palpitation de la vie qui domine. Où est Lise Marzouk aujourd'hui, entre ci et ce livre, entre l'avant et l'après ci? Entre l'avant et l'après, si. Parce que Si, pour moi, est un très grand livre. Et en réalité, vous continuez l'histoire. Et il y a le tissage, vous en parliez, vous tissez entre ces deux livres. C'est extraordinaire. J'ai envie de vous dire que je ne me pose pas trop la question pour ne pas trop gêner ce mouvement libre de la vie, donc Oui. ce mouvement organique. Alors je me la pose un peu parce qu'en plus je suis prof de lettres, donc je suis bien obligée d'avoir un regard et puis je réponds à des journalistes, Bien sûr. donc je suis bien obligée d'élaborer un petit peu, mais je tiens aussi à ce que les choses restent dans le caractère naturel. Je vois bien qu'il y a un fil, parce qu'on me le dit, qui se construit et qui se tisse, assurément, mais c'est vrai de tout écrivain en fait. Donc Lise, elle est sur le chemin. Je reviens vers l'hôpital. Est-ce que la peur et l'espoir dans un hôpital, quelle est la porte de sortie? Dans Si, la musique a été une porte Oui. de sortie tout du long en fait, d'évasion et de construction. Quelle est la dernière porte? Mais je ne sais pas s'il y a vraiment une dernière porte. On le porte avec soi. C'est-à-dire qu'on le... Encore une fois, je suis désolée, j'en reviens à cette métaphore du tissage, mais je pense que pourquoi on écrit un livre comme Si, c'est une manière de... non pas de... J'aime pas quand on me dit ça a dû être thérapeutique d'écrire. C'est Non. parce que j'allais bien que j'ai Pas pu du écrire. tout. Parce que pour écrire, il faut avoir quand même une certaine Bien sûr. énergie. C'est parce que j'étais tranquille d'une certaine manière. Mais on n'est jamais tranquille, mais ai-je jamais été tranquille? Ai-je jamais C'est la vécu? question, C'est ce qu'on en disait réalité, tout à l'heure. Ai-je jamais vécu? J'ai l'impression que du plus loin qu'ils m'en souviennent, j'ai toujours su qu'il y avait une condition humaine, qu'il y avait danger, qu'il y avait risque, qu'il y avait mort. Aussi loin que mes souvenirs d'enfance remontent, j'ai porté ça pour des raisons qui me sont très personnelles. Donc, est-ce qu'on en sort véritablement? Non, mais on en fait quelque chose. Et je dirais que ce qui se tisse dans l'écriture et dans les liens que l'écriture permet de tisser, même aujourd'hui, ce que je suis en train de faire aujourd'hui, le lien que je tisse avec vous, mais au-delà de vous, avec tous les auditeurs et les lecteurs potentiels, les rencontres que je fais autour, c'est ma manière à moi, en tout cas, peut-être de créer une forme de, non pas d'un tissé derrière lequel disparaître, mais en tout cas de tissu humain qui donne un peu de sens à tout ça. Quelqu'un m'a demandé quelle chanson vous chantez si vous chantez toute seule comme ça dans votre intimité. Quels sont les goûts musicaux de Lise? Alors, d'abord, je chante un peu mes chansons parce que comme je le raconte Oui, dans Si, c'est je pour suis ça. venue à l'écriture littéraire
ou revenue, parce que j'écrivais beaucoup enfant, et puis j'ai fait des grandes études de lettres où je n'ai plus écrit du tout, mais j'y suis revenue par l'écriture de la chanson et par la composition musicale. Donc le texte en musique et la musique dans le texte, ça c'est très important pour moi. Donc je chante mes chansons d'autant plus en ce moment que je suis invitée l'année prochaine à Ljubljana en Slovénie pour parler de La Dernière Porte et qu'on m'a demandé de faire une soirée littéraire et musicale où j'accompagnerai de mes chansons. Donc je suis bien obligée de me remettre un tout petit peu à tout cela. Pour finir non, j'oserais pas. Cappella. J'oserais pas là. Donc je chante mes chansons et je chante d'autres chansons aussi de reprises que je fais. Et en ce moment, je chante beaucoup pour... Alors, je n'oserais pas la chanter là parce que je suis trop timide. Mais je fais actuellement une reprise, vous allez rire, de Je vais survivre. Ah, I Will Survive. Oui, mais en français. En français, oui. Et que je fais à la guitare et au piano, que je travaille sur les deux. Mais non, Jeanne, un petit peu. Non, pas possible. Pas possible là. En tout cas, un grand trop merci. timide. Peut-être que je la mettrai sur les réseaux quand je l'aurai fini un jour, si je l'ose. En tout cas, merci beaucoup. Vous êtes nominé pour 2 prix. Il ne faut pas oublier de le dire. Oui, alors le prix Merlieu des bibliothèques et le prix européen GMF qui est un prix décerné à une œuvre sur le collectif La Solidarité et l'humain. Donc, écoutez, on souhaite le meilleur. Mais merci de toute façon, beaucoup à vous. Je peux vous assurer déjà que vous avez le prix de tous les lecteurs. Voilà. Je vous remercie, merci Jeanne, beaucoup, c'est très gentil. Et vous merci avez touché à quelque chose qui est très important. Tout le monde s'y reconnaît. Et c'est important ce rôle de la femme, où toutes les femmes peuvent se reconnaître. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jeanne. Vraiment, merci. Et c'est un très très beau livre, donc La Dernière Porte de Lise Marzouk aux éditions Héloïse d'Orançon. Merci beaucoup. Merci, Jeanne. Merci. C'était L'escale de Jeanne avec Lise Marzouk que nous remercions infiniment. Voilà.